On va revenir sur cet aspect effectivement de Poutine qui se montre plus que discret avec Bachar el-Assad, mais pardon, le train de vie, la fortune. Je sais qu'à la base, on est entre 1 et 2 milliards selon des rapports passés américains. Mais comment peut-il encore bénéficier d'une telle fortune, y avoir accès Ou alors, elle était basée à Moscou, bien avant ça? Oui, je pense qu'il avait... Bon, vous savez, la famille Assad a régné sur la Syrie pendant plusieurs décennies. On sait très bien que c'était un système mafieux. Donc ils ont pris énormément d'argent. 2 milliards, c'est pas beaucoup, en réalité, par rapport à tout ce qu'ils ont pris. Et donc, ils ont réussi, sans doute, à en planquer une partie dans des paradis fiscaux, à Moscou, ailleurs. Et voilà, maintenant qu'il est redevenu, comme on l'a compris, un homme privé, puisque manifestement la Russie, enfin le Kremlin ne souhaite pas qu'il s'exprime, eh bien ça lui appartient. Alors on va dire qu'il n'y a pas de justice dans le monde, mais ça on le savait depuis longtemps. Ceci dit, j'avais vu cette histoire un peu folle. Entre 2018 et 2019, le régime Assad aurait convoyé des tonnes, oui, mais vraiment des tonnes, 2 tonnes potentiellement. C'est ça, hein, 2 tonnes de billets de 100, oui c'est ça, 100 et 500 dollars par avion pour envoyer des biens étant redevables à la Russie, achat d'une dizaine d'appartements, etc. Oui, alors je pense qu'il y a eu des placements sur le long terme parce que M. Bachar el-Assad tenait le pouvoir en Syrie, mais préparait ses arrières, comme on dit, hein, se disait à un moment ou à un autre ça peut sauter. Donc il y a ce qui a été placé, mais il ne faut pas exclure, vous savez que la Syrie a été un des pôles centrales du trafic de drogue, trafic de fentanyl. Et je pense qu'il n'est pas impossible que le réseau qui travaillait avec le régime l'Assad continue à travailler. On sait qu'aujourd'hui, ça rapporte des sommes fabuleuses. Donc, si vous voulez, il est à la fois assis sur ses tas de billets, effectivement, et juste avant son départ, il y a eu un avion de ligne qui était parti avec je ne sais combien de millions qui étaient partis, mais en plus, il n'est pas impossible qu'il ait des placements qui lui rapportent toujours de l'argent, en particulier dans le trafic de drogue. Alors, les appartements, il avait acheté beaucoup d'appartements à Moscou bien avant de tomber, et c'est une information qui est sortie au moment de sa fuite vers la Russie. Donc non seulement celui dans lequel il habite, mais d'autres biens dont Moscou qui doivent en effet lui rapporter de l'argent. Il y a aussi la famille de son épouse, Asma, qui est britannique, qui a la double nationalité britannique et syrienne, mais elle est interdite de séjour au Royaume-Uni, ce qui a posé pas mal de problèmes aux Britanniques, parce que c'est compliqué de faire ça à un citoyen britannique. Et ses parents auraient aussi énormément bénéficié de la largesse du régime syrien, ses parents qui ont disparu de leur maison londonienne du jour au lendemain après la chute du régime, et beaucoup pensent qu'ils l'ont rejointe à Moscou. Il faut savoir que l'épouse de Bachar el-Assad est très malade aujourd'hui, elle a une leucémie, elle aurait voulu se faire soigner au Royaume-Uni, mais elle n'a pas pu y aller parce que les Russes ne l'ont pas laissé sortir de Russie non plus. Donc ils sont quand même dans une cage dorée, on ne va pas pleurer sur leur sort, on voit que les enfants et la famille en tout cas, la famille peut voyager hors de Russie, mais ça reste une cage dorée. Poutine, en effet, ne l'a pas reçu officiellement et pour Poutine, c'est un peu un invité qui le dérange un petit peu. On va y revenir sur ce point précisément. Allez-y, je reste un tout petit peu sur la question de la fortune, parce que c'est ça qui aujourd'hui surprend énormément ces dernières heures dans toutes ces informations qui filtrent. Oui, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas trop de surprises, malheureusement. De très nombreux dictateurs font effectivement, durant leur carrière, entre guillemets, à la tête des États qu'ils dirigent, toujours des placements à l'étranger. Alors ça peut être des fois même en France. On a vu beaucoup de dictateurs africains acheter des appartements extrêmement chers en plein cœur de Paris, dans le Triangle d'Or. Mais effectivement, Bachar el-Assad et sa famille, parce qu'il ne faut pas oublier la famille de sa femme, qui s'est énormément enrichie pendant la guerre civile en utilisant sur le dos de l'aide humanitaire, en fait, en quelque sorte. Et donc ils ont fait des placements effectivement en Russie, mais aussi dans les Émirats. C'est aussi la raison pour laquelle ils vont assez régulièrement à Dubaï, qui est une plaque tournante de l'argent sale. Et donc effectivement, pour le coup, ils bénéficient en quelque sorte des dividendes de ces placements depuis plusieurs années, avec en quelque sorte, oui, un laisser-faire de la part des Russes qui étaient bien contents en fait d'avoir ces investissements entre guillemets directement sur le territoire russe. On en vient à la discrétion.
On va en revenir à cet aspect embarrassant de la personnalité de Bachar el-Assad, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté de le protéger en quelque sorte? Parce qu'il y a eu quand même pas mal de rumeurs d'empoisonnement. En septembre dernier, l'Observatoire syrien des droits de l'homme indiquait qu'il avait été transporté dans un état grave à l'hôpital Bachar el-Assad parce que empoisonné. Alors ce que les Russes ont nié bien évidemment, mais c'est aussi cet aspect-là? Il est clair qu'il n'a pas que des amis en Syrie. Il y a un certain nombre de groupes islamistes qui ont envie, qui aimeraient bien avoir sa tête. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose que disait Quentin c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant pour comprendre le personnage. Quand Quentin nous disait tout à l'heure qu'il se remettait à la passion de sa vie, l'ophtalmologie. C'est vrai que il faut savoir que Bachar n'était pas destiné à exercer le pouvoir. Son père, Hafez, avait un fils aîné qui s'appelait Bassel et il l'avait préparé pour être son héritier. Or, Bassel se tue en 1994 dans un accident de voiture. Et tout d'un coup, le jeune, il a 29 ans à l'époque, il est en train de terminer ses études d'ophtalmologie. Il avait souhaité les finir en France, mais son père avait refusé. Il est allé, je crois, les faire à Londres, où il rencontre sa femme. C'était vraiment sa vocation. Et comme son frère meurt, il devient l'héritier. Et après, il va prendre le pouvoir et tout ce qu'on sait, il va être le syndic de la famille en quelque sorte. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas s'il exercera jamais l'ophtalmologie, mais c'est vrai qu'il y a cette dimension, c'est un destin monarchique d'une certaine manière. Vous n'êtes pas préparé pour être au pouvoir et puis votre frère aîné meurt et vous vous retrouvez dans cette situation. Mais d'ailleurs, quand il est retourné en Syrie, tout le monde se disait finalement c'est un ophtalmologue, c'est un médecin, il est marié avec une Anglaise, il va plutôt être un libéral. Un libéral, voilà. Et ce qu'il a été au départ. Et sa transformation a étonné beaucoup de monde. Général. Pour la Russie, en fait, pour le Kremlin, il y a un double souci. Le premier, être le protecteur, parce qu'il ne s'agit pas qu'un dictateur en exil en Russie soit attaqué. Ce ne serait pas bon du tout pour le régime du Kremlin. C'est-à-dire il faut envoyer le message aux alliés dans le monde que quand on a des amis, on ne leur tourne pas le dos, quand le vent tourne et on est capable d'aider. C'est une fiabilité. Mais en même temps, la Russie veut négocier avec le nouveau régime en Syrie. Donc il a même rencontré le 15 octobre dernier Ahmed El-Shara à Moscou. Il l'a fait. Bien sûr. Non, mais en revanche, il n'a pas vu Bachar el-Assad. Non, mais c'est pour ça qu'il faut garder la protection, mais en même temps le secret sur celui qui est un obligé du régime de Poutine. Mais surtout, pas de vagues, pas d'ennui, parce que nous, on veut discuter avec le nouveau pouvoir. C'est le réalisme de la politique russe. D'accord, vous avez perdu, on vous a défendu quand même jusqu'au bout. La Russie a défendu Bachar el-Assad, pas jusqu'au bout, parce que tout à la fin, elle n'était plus capable de le faire. Mais c'est elle qui l'a maintenu au pouvoir pendant des années. Il faut se souvenir qu'on pensait que le pouvoir allait tomber au moment où l'armée russe est intervenue en Syrie. Donc c'est grâce à la Russie qu'il est resté au pouvoir. Donc maintenant, ok, vous êtes chez nous, vous êtes protégés chez nous, mais la page est tournée et on va travailler avec le nouveau régime. Donc là, le Kremlin est écartelé entre ces deux positions. C'est pour ça que probablement il a reçu des consignes de se faire très discret. On revoit les images du 15 octobre dernier. Poutine a rencontré Al-Shara encore une fois à Moscou. Il aurait officiellement jamais rencontré Bachar el-Assad, son allié qu'il protégerait. Tout ça devient très complexe. On a surtout envie de se dire, mais pourquoi il ne le lâche pas totalement? Parce qu'il a des intérêts majeurs, Poutine, militairement parlant, en Syrie à négocier actuellement. Il a des bases stratégiques, ne serait-ce que la base navale de Tartous, il en a besoin. Donc pourquoi il ne le lâche pas? Parce qu'on n'abandonne jamais un copain, en fait, en quelque sorte. Ce serait un message assez dévastateur pour des dictateurs un petit peu en difficulté, comme par exemple Maduro au Venezuela. Donc déjà, en fait, finalement, les alliances en fait, que nous, la Russie, avec la plupart de ce genre de régime, ou même les régimes sahéliens, sont des alliances assez opportunistes. Et donc finalement, il y a une vraie crainte chez un certain nombre de ces régimes que les Russes abandonnent le terrain si jamais le vent tournait. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé en Syrie. Et donc il faut effectivement
rassurer ces différents régimes qui ont aussi été déstabilisés par la mort de Prigojine, etc. Donc, alors que c'est leur principal relais à Moscou. Donc il faut les rassurer en leur disant ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour durer et si jamais ça tourne mal, vous pouvez venir chez nous. En revanche, la fameuse carte des bases stratégiques, pardon, parce que c'est ça qui est central. Non, mais bien sûr. Mais au-delà de ça, en fait, la Syrie, au-delà de la base navale de Tartous, qui est fondamentale pour la Russie pour se projeter vers les mers chaudes, en fait, la Syrie, c'est un pivot pour les Russes pour peser au Moyen-Orient. Et donc effectivement, il faut qu'ils conservent des liens avec Ahmed al-Shara. Il est très probable qu'Ahmed al-Shara, au mois d'octobre, a demandé l'extradition d'Al-Assad. Mais pour l'instant, les Russes tergiversent en fait et proposent d'autres choses. Ils ont fourni du carburant, ils ont fourni de l'engrais, ils ont fourni des céréales. Donc ils essaient de se montrer le plus disponible possible auprès d'Ahmed al-Shara, qui pour le coup lui aussi est un grand réaliste. Mais effectivement, la question in fine du sort d'Al-Assad va se poser. Je viens vers vous, Samantha, mais juste écoutons Lavrov qui assure que si Bachar al-Assad est sous la protection des Russes, c'est pour des raisons humanitaires. Башар Асад находится у нас по гуманитарным причинам. Ему и его семье грозило уничтожение физическое. Нет каких-либо проблем с проживанием в нашей столице. Никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех. Voilà, les raisons humanitaires, Samantha. Oui, le grand défendeur des causes humanitaires, Sergueï Lavrov. Je crois surtout que pour les Russes, l'idée qu'un Bachar al-Assad soit livré aux Syriens, qu'il y ait un procès, que tout ce que les Russes ont fait pour aider la Syrie sorte dans le domaine public, n'a pas du tout dans leur intérêt. Donc il y a ce volet-là qui, je crois, est très important, que voilà, on le garde à Moscou. Il a sans doute des secrets que les Russes ne veulent pas voir arriver au grand jour. Et puis, comme ça a déjà été évoqué précédemment sur le plateau, un message qu'on ne lâche pas nos alliés. Si vous êtes un dictateur et vous avez le soutien russe, vous l'aurez jusqu'à la fin, à moins que vous ne nous trahissiez. Et comme il n'a pas trahi la Russie, eh bien, il est toléré dans sa cage dorée à Moscou. Et sans doute que pour Ahmed al-Shara, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir une relation avec la Russie qui l'aide à reconstruire la Syrie sans non plus provoquer une nouvelle guerre civile. Parce que la figure d'Assad, elle serait extrêmement polarisante. Aujourd'hui, on l'a un petit peu mis sous son tapis doré, on n'en parle pas trop. Et puis, la business as usual, et ça continue. Est-ce qu'il pourrait faire la même chose avec Maduro ? Parce que l'une des infos quand même du côté de Moscou ces derniers jours, c'est que Moscou a dit son soutien total, sa solidarité avec les dirigeants du peuple et le peuple vénézuélien. Est-ce qu'il pourrait mettre à la disposition de Maduro de quoi aussi être exfiltré si ça va plus loin avec Trump et pareil, cage dorée à disposition du côté de Moscou? Je crois que ce serait une bonne nouvelle pour le Venezuela si Maduro partait et se réfugiait à Moscou où on voudra bien de lui. Effectivement, n'oublions pas ça quand même. La grande chose, c'est qu'il n'est plus au pouvoir. Ok, il est dans une cage dorée, une prison dorée. On peut trouver ça immoral, et ça l'est sans doute. Mais ce qui est important, c'est qu'il ait quitté le pouvoir. Vous avez raison, c'est une solution pour tous les dictateurs lorsqu'ils... La Russie a été incapable de maintenir Bachar el-Assad au pouvoir. C'est quand même ce qu'il faut comprendre. Elle a été obligée de l'abandonner au pouvoir. Là, elle le garde. Bon, peut-être que il se passera la même chose avec Maduro ou avec d'autres, avec des gens au Sahel ou d'autres qui seront un jour évacués à Moscou. C'est une très mauvaise nouvelle pour les régimes soutenus par Moscou. Pour le dictateur, lui, oui, il a la vie sauve, il vit à l'étranger, mais ça veut dire que la Russie, deuxième échec, si c'était le cas pour Maduro, deuxième échec de la Russie. Vous n'êtes pas capable de tenir. On voit ce qui se passe au Sahel, à mon avis, ça n'est que ça va se passer dans les mois qui viennent. Donc aujourd'hui, Moscou n'est plus capable de tenir les régimes de ses alliés en dehors de la Russie. Mais en revanche, elle sauve la vie de ces dictateurs. Donc, à titre personnel, les dictateurs, ça leur va bien, mais pour les régimes, c'est pas folichon. Juste pour rajouter, il y a le précédent Yanukovych qui a été exfiltré par les Russes en 2014 au moment de la révolution de Maïdan et qui vit lui aussi, alors il a moins d'argent qu'Al-Assad, donc sa cage est moins dorée, mais qui est aussi en cage et qui ressort de temps en temps quand il faut faire une déclaration dans la presse.